Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Égypte, avec l'un des pharaons les plus connus, mais aussi le plus controversé. Souvent présenté comme l'inventeur du monothéisme, Akhenaton a également la réputation d'être un complotatif amoureux de son peuple, tout en étant un rebelle prônant la religion sans prêtre ni clergé. Vous voulez en connaître plus sur Akhenaton? Venez avec moi. Depuis les premiers temps de la civilisation pharaonique, Aton est le nom de l'astre solaire en tant que manifestation tangible de Ra, le dieu soleil, force créatrice et animatrice du cosmos. Aton n'est pas vraiment interprété comme une divinité, mais plutôt comme le disque solaire en mouvement. Au cours de la 18e dynastie, une relation forte se noue entre Aton et le pharaon. La dynamique solaire éternelle et universelle est associée au pouvoir royal, lui aussi éternel et universel. Avec Akhenaton, Aton devient le dieu personnel du souverain qui dispose d'un pouvoir absolu sur une Égypte à l'apposé de sa puissance. Il l'impose comme le dieu principal face à un clergé devenu tout puissant. La nouvelle théologie solaire était surtout une tentative de restauration d'un pouvoir théocratique absolu, un retour en arrière. Ses prédécesseurs avaient dû se battre. 2 siècles plus tôt, Ahmosis avait expulsé les Hyktos qui occupaient le nord de l'Égypte et restauré l'autorité pharaonique sur l'ensemble du territoire égyptien. Fondée vers 1550 avant Jésus-Christ, la 18e dynastie naît dans la nécessité d'un État puissant et d'une nouvelle Égypte forte et conquérante, qui impose sa loi à l'extérieur de ses frontières et une ceinture d'États vassaux rend toute nouvelle invasion directe impossible. Un siècle plus tard, l'Égypte impériale du nouvel empire culmine avec Thoutmôsis III, 6e pharaon de la 18e dynastie, qui porte l'empire à son extension maximale grâce à ses conquêtes militaires. Tandis que le pays soumis lui verse un tribut, l'Égypte passe des alliances avec les autres puissances régionales et lance des expéditions commerciales dans les lointains pays. L'empire égyptien apporte des flots de richesses permanents et le pays connaît un niveau de prospérité sans précédent. Il se couvre d'imposants sanctuaires. Les classes supérieures vivent dans un faste jusqu'ici inconnu et la production artistique est d'une abondance et d'un raffinement inégalés. Le long règne paisible d'Amenhotep III, 9e pharaon de la prestigieuse 18e dynastie et père d'Akhenaton, est pour l'Égypte pharaonique qui rayonne sur un vaste empire une période de prospérité et de splendeur artistique sans précédent. Le maître absolu de ce vaste empire est le pharaon. Son prestige est immense, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières. S'il accomplit toujours une fonction de nature divine, le pharaon du nouvel empire n'est plus vraiment cette créature sacrée et intouchable de l'ancien empire, mais un véritable chef d'État qui doit avoir l'autorité et la compétence pour diriger une administration complète, recevoir des ambassades et négocier des traités et contrôler une cour. Ce dieu vivant est donc un souverain temporel aux prises avec des réalités bien concrètes. Thoutmôsis III, puis son fils Amenhotep II, avaient été des pharaons énergiques et des grands chefs militaires. Leur politique avait permis d'imposer l'Égypte comme la plus grande puissance régionale de l'époque, et leurs successeurs bénéficient de la paix et de la stabilité ainsi assurée. Amenhotep III, arrière-petit-fils de Thoutmôsis III, règne paisiblement de 1390 à 1350 sur une Égypte au sommet de sa puissance. À l'intérieur, il se consacre au formidable développement artistique que connaît alors le royaume. À l'extérieur, notamment au Proche-Orient, il joue le rôle d'arbitre en cherchant à préserver les équilibres et en préservant la diplomatie. À une ère de conquête militaire qui repousse les frontières vers le Soudan, dans le Sinaï et en Syrie, succède une politique de paix et d'alliance. Pour garder les pays conquis, des troupes égyptiennes sont laissées sur place et des forts sont érigés au point stratégique. Mais les Égyptiens traitent leurs vassaux avec libéralisme et les populations ne sont pas opprimées. Les relations sont maintenues avec les pays vassaux, en élevant les fils des seigneurs locaux à la cour d'Égypte, puis en les renvoyant, une fois éduqués, dans leur pays d'origine. Les pays soumis versent un tribut à l'Égypte, et le commerce international s'instaure avec la péninsule arabique, la Crète, Chypre. Sous le règne d'Amenhotep III, l'Égypte est à l'apogée de son rayonnement et de sa puissance. Le pays est l'arbitre des nations,
et sa suprématie s'affirme à tel point que toutes les cours orientales veulent se concilier son amitié. L'Égypte pharaonique est née vers la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec l'émergence conjointe et indissociable de sa royauté et de sa religion. Seul intermédiaire entre le monde céleste et la collectivité humaine, Pharaon accomplit une fonction divine sur terre et garantit le mat, l'équilibre cosmique voulu par les dieux. L'Égypte est la création des dieux, et en dehors de l'Égypte, où le mat règne, grâce au pharaon, c'est le monde des forces du chaos qui veulent faire retourner la création dans le néant. La vision égyptienne du monde est structurée par l'idée qu'en défendant ses frontières, le pharaon maintient la création et en les repoussant par ses conquêtes militaires, il l'accroît. Amon est une très ancienne divinité thébaine, attestée depuis l'Ancien Empire, mais qui est longtemps restée inconnue dans le reste du pays. Amon est promu dieu national une première fois durant le Moyen Empire, lorsque Thèbes, à l'origine de la réunification du double pays, devient la capitale religieuse, et une seconde fois, lorsqu'Amosis Ier, souverain de Thèbes, expulse les Hyksos. Aussi, depuis le début de son avènement, la 18e dynastie est intimement liée au dieu Amon, protecteur de la lignée et de la cité de Thèbes. 4 pharaons s'appellent Amenhotep. Amon est satisfait, et jusqu'à Amenhotep II, les reines portent le titre d'épouse du dieu Amon. La reine Hatshepsut, 5e souveraine de la 18e dynastie, allait renforcer le pouvoir du clergé Amon pour légitimer sa couronne en tant que pharaon. Elle invente le concept de théogamie et justifie son pouvoir au moyen de sa conception divine. Elle est l'enfant divin issu de l'union miraculeuse de sa mère avec le dieu Amon, qui s'est incarné dans son père pour l'occasion. En retour, le clergé d'Amon, qui n'a cessé d'étendre son influence dans tout le pays et qui a donné sa bénédiction à cette fable, entend intervenir de plus en plus dans les affaires temporelles et politiques. Les grands prêtres d'Amon vont culminer les hautes fonctions à la fois civiles et religieuses. On ne connaît quasiment rien de la jeunesse du prince Amenhotep, ni l'année précise de son couronnement, ni son âge à ce moment. La date de 1353 avant Jésus-Christ, proposée par certains égyptologues, n'est pas une certitude et on pense que le jeune pharaon devait avoir une quinzaine d'années. On ignore s'il avait été associé au pouvoir par son père et on peut supposer que la reine-mère, dont l'implication dans les affaires de l'État est attestée encore plus dans les dernières années du règne d'Amenhotep III, a une influence sur la formation politique et religieuse de l'héritier, et probablement encore pendant les premières années de son règne. La rupture avec les anciennes traditions se produit lors de l'année 5 du règne d'Amenhotep IV, futur Akhenaton. Il n'existe aucun document qui évoque une crise avec le clergé d'Amon, mais on peut supposer que face à l'hostilité croissante des prêtres d'Amon qui voyaient leur primauté s'effacer au profit d'une théologie solaire affirmée de plus en plus ouvertement, le pharaon a décidé d'abandonner Thèbes pour fonder une nouvelle capitale à mi-chemin avec Memphis. Il précise que le site lui a été révélé par Aton lui-même et il lui a donné le nom d'Akhénaton. C'est un terrain désertique situé sur la rive orientale du Nil, entouré d'un immense crique rocheux et vierge de toute présence humaine. Entièrement consacré à Aton, le territoire de la cité s'étend sur environ 15 km de long et 8 de large. Elle est bordée par 14 stèles gravées de la nouvelle titulature du roi, qui relèvent les dogmes antoniens. L'année suivante, alors que la ville est en plein chantier, le pharaon y déménage avec sa famille, la cour et l'administration royale. 2 temples dédiés exclusivement à Aton y sont bâtis, un grand temple principal et un second plus petit. Ils sont très différents des temples dédiés aux autres divinités, où le cheminement spirituel se fait de la lumière vers l'obscurité. La statue du dieu reposant dans le Saint des Saints est visible seulement par le pharaon ou le grand prêtre qui officie à sa place, qui lui rend le culte. L'intercesseur entre le dieu et les hommes reste le roi. Mais Akhenaton s'approprie ce rôle de façon unique et innove encore plus en y associant à égalité, ou presque, sa grande épouse royale. Le temple d'Aton est entièrement à ciel ouvert et le dieu n'a pas besoin de statue puisqu'il est visible de tous. Akhenaton et Néfertiti rendent le culte eux-mêmes et leur apparition processionnelle au matin est l'équivalent du lever d'Aton. Seul le couple royal est autorisé à vénérer la divinité. Il existe un clergé d'Aton et même un grand prêtre d'Aton, mais leur rôle est purement administratif.
Il gère le domaine d'Aton. Pendant le culte, il ne se prosterne pas devant la divinité, mais devant le couple royal qui devient des symboles et des dieux vivants. La nature de la monarchie égyptienne est transformée. Elle est désormais un absolutisme sans limite. Il ne s'agit plus pour les hommes d'avoir une attitude conforme à la Maat, mais conforme à la volonté d'Akhenaton. Le culte d'Aton n'est pas uniquement rendu dans la nouvelle ville royale, mais elle est aussi imposée dans les sanctuaires des villes majeures du pays, notamment à Héliopolis, Memphis et Thèbes. À l'exception d'Amon et de Sapared Mout, les anciens dieux sont tolérés à condition qu'ils soient atonisés, c'est-à-dire qu'ils participent d'une manière ou d'une autre au culte du couple royal. Mais en matière de diffusion, la nouvelle religion reste essentiellement confinée à l'entourage immédiat de la famille royale et ne dépasse guère les faubourgs de la capitale. On peut penser que même parmi les courtisans, l'adhésion à la nouvelle religion devait être un peu forcée. Et partout ailleurs dans le pays, la masse de la population continue de pratiquer les cultes traditionnels. On a même retrouvé des invocations à Amon dans le village des ouvriers de la capitale. Pour les Égyptiens, Aton n'était qu'un dieu de plus dans un vaste panthéon enrichi de divinités étrangères provenant des pays de l'Empire. Irrité par la persistance des anciens cultes, ou peut-être en réaction au début d'opposition à sa doctrine, vers l'an 9 de son règne, l'attitude d'Akhenaton se radicalise. Commence alors une campagne de persécution des autres divinités. De nombreux temples sont fermés, des statues sont brisées, le nom des divinités est martelé. C'est un fait sans précédent dans une Égypte traditionnellement réceptive à toutes les représentations du divin, y compris étrangères, et qui a dû profondément choquer les esprits. Amon est la cible prioritaire des destructions, qui sont concentrées dans la région thébaine et dans l'ensemble des temples dédiés à cette divinité, exécrés par le pouvoir. Amon n'est pas seulement un dieu officiel et lointain. De nombreux Égyptiens avaient fait de leur dieu personnel, celui qui écoute les humbles et les réconforte. On peut imaginer le traumatisme. Néanmoins, il ne semble pas que la population, ni même le clergé, à l'exception peut-être de quelques hauts dignitaires, ont été persécutés par leurs croyances. L'an 12 semble être l'apogée du règne d'Akhenaton. Une fête grandiose est célébrée dans la capitale où des représentants des pays vassaux apportent des présents au roi et à la reine. Après cette date, l'histoire devient d'autant plus difficile à reconstituer que le pays entre en crise. À l'extérieur, les États vassaux sont de plus en plus soumis à la pression des puissances régionales montantes. Mais le pouvoir ne réagit pas, et l'Empire s'effrite dangereusement, discréditant la monarchie égyptienne et privant le pays d'importantes ressources. À l'intérieur, même s'il jouit d'un pouvoir absolu, c'est encore pire. La construction de la nouvelle capitale en un temps éclair a absorbé énormément de ressources et a provoqué une pénurie de main-d'œuvre. La fermeture de nombreux temples chargés du stockage et de la redistribution de la production agricole a provoqué une grave crise alimentaire. Les dernières années de règne sont celles d'une Égypte en déclin total. Le pouvoir est détesté, les temples sont en ruine, le peuple a faim, l'insurrection gronde, la guerre menace et une épidémie de peste fait des ravages, y compris dans la capitale. Cette fin de règne chaotique est de plus en plus attristée par une succession de décès au sein de la famille royale. 4 des 6 princesses décèdent. Il semble que Néfertiti disparaisse peu de temps après sans que l'on sache pourquoi. Elle n'a donné qu'un seul héritier mâle à Akhenaton, et il ne pouvait ignorer que son successeur allait connaître des problèmes de légitimité. Au cours de la 17e année de son règne, vers 1337, Akhenaton meurt à son tour. Les 2 années entre la mort d'Akhenaton et le couronnement de Toutankhamon sont encore très obscures. C'est une femme, probablement la princesse Méritaton, qui monte alors sur le trône. La vitesse à laquelle la religion d'Aton va être abandonnée illustre le fossé qui s'était creusé entre le pharaon et ses sujets. Toutes ces représentations sont systématiquement détruites. Son sarcophage et son mobilier funéraire sont fracassés. Et l'horizon d'Aton sera abandonné par ses habitants et déclaré lieu maudit. Comme on l'a vu, avec Akhenaton, Aton devient le dieu personnel d'un souverain qui dispose d'un pouvoir absolu sur l'Égypte, à l'apogée de sa puissance. Pourtant, l'aventure demeure éphémère et immédiatement après la mort d'Akhenaton, qui tentait de mettre fin à la toute-puissance du clergé, ce dernier reprendra le pouvoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie.
Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.